session donc, de l'Université théâtrale consacrée à la conception des décors à la Comédie Française. 9e session en cette année 2021, en compagnie donc de Benoît Simon, directeur technique de la Comédie Française, et Chloé Belmer, académicienne scénographe. Comment conçoit-on les décors à la Comédie Française? Vaste question qui connaît une évolution selon les époques, une évolution même qui se voit au niveau de la terminologie, au niveau du vocabulaire. Tracer l'histoire des décors, c'est se plonger dans l'histoire riche et mouvementée du vocabulaire de la scène. Le décor vient d'un mot latin qui vient lui-même de déquere, qui signifie convenir, être séant. Ce qui établit dès le départ un lien très fort entre le décor et la question de la vraisemblance et de la bienséance. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans l'idée d'un décor dès l'origine latine, et ce qui se manifeste également sous l'Ancien Régime, l'idée d'une forme d'embellissement. Pour reprendre le grand scénographe Marcel Frédefond, le mot décoration prend la place du mot scénographie au XVIIe siècle dans le vocabulaire du théâtre. Par exemple, dans le dictionnaire de l'Académie, daté de 1694, pour décor, on peut lire embellissement, ornement. Puis en 1762, une nouvelle définition s'ajoute. On appelle décoration, en parlant du théâtre, la représentation qu'on y voit des lieux où l'action est censée se passer. L'idée, c'est donc de représenter visuellement, architecturalement, picturalement, une réalité tout en l'embellissant. On n'est donc pas au théâtre à l'origine, sous l'Ancien Régime, pour voir une réalité, encore moins des effets de réel. L'idée, c'est vraiment un embellissement, c'est un enjolivement par le décor d'un paysage qui soit pictural, qui soit en perspective, etc. Cette présentation historique de la conception, de la réalisation des décors à la Comédie Française nous permet donc de tracer une évolution assez riche des décors avec des moments très importants que sont évidemment Molière, qui est le patron de la Comédie Française, Victor Hugo avec son décor d'Hernani, jusqu'à Jacques Copeau, qui va révolutionner le décor de scène. Je continue. Don Juan, un sujet adapté à la scénographie, telle est l'expression qu'emploie Georges Forestier dans sa biographie de Molière, parue en 2018. On s'appuie sur le Don Juan de Molière parce que c'est une époque cruciale dans la carrière de Molière, en ce sens qu'il essuie un échec cuisant avec la première version du Tartuffe, datée de 1664, interdite par le pouvoir en place, qu'en même temps, dans les années 64-65, Molière est à la rédaction de ce qui deviendra le Misanthrope, mais qu'il doit sortir en catastrophe un spectacle à l'occasion du carnaval de 1665. Et donc, Molière va imaginer la réécriture d'une pièce très connue de Tirso de Molina qui s'appelle Don Juan. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous accepterait de lire ce court extrait de Georges Forestier concernant le Don Juan de Molière? Molière et ses compagnons voulaient éblouir le public avec un grand spectacle exploitant au mieux les possibilités machiniques de leur théâtre. Depuis quelques années, les Parisiens raffolaient de ces ambitieuses pièces à machine offrant de magnifiques décors illusionnistes qui changeaient à vue.
À chaque fin d'acte, les panneaux d'un nouveau décor glissaient tous ensemble à la place des précédents, avec quelques effets de surnaturel assurés par des envols de personnages. Je vous remercie beaucoup, Ariane. Qu'est-ce qui est particulier dans cette présentation du décor du Festin de Pierre, qui est le titre originel, qui est le premier titre de Don Juan en 1665, c'est que, comme l'écrit et comme le problématise Georges Forestier, c'est pas la scénographie qui s'adapte au sujet, c'est le sujet qui s'adapte à la scénographie. Je vous raconte un peu l'histoire. Tout d'abord, vous dire que dans la seconde moitié du XVIIe siècle, il y a un engouement, un emballement pour les grands décors italiens. Cet engouement pour les décors italiens nous vient notamment de Mazarin, qui est donc le ministre de Louis XIII, et qui, avant de mourir, fait venir en France Gaspare Vigarini, grand peintre, et qui arrive en France avec son fils Carlo pour aménager la salle des machines, qui est l'ancienne salle du jeu de paume. Carlo Vigarini va devenir un très grand peintre, décorateur, de la seconde moitié du XVIIe siècle. Il faut simplement se dire que à l'époque, les décors n'étaient ni réalistes, on a pu le voir en introduction, ni n'avaient aucune ambition de coller à une vérité historique. Donc, ils ne représentaient ni des espaces géographiques connus, ni des époques historiques pour lesquelles nous avions des représentations. Ces représentations, évidemment, ont évolué avec le temps, mais à l'époque, les décors étaient très fantaisistes. On a pu donc dire que Molière sortait d'un échec cuisant avec son Tartuffe, et l'idée de reprendre ce spectacle espagnol de Tirso de Molina, en l'occurrence le Festin de Pierre, c'est vraiment de créer un grand spectacle à machine, de s'assurer un succès populaire auprès des spectateurs parisiens. À l'époque, le projet est beaucoup trop ambitieux pour le décorateur de la troupe de Molière, qui est Jean Cronier. Et donc Molière fait appel à des décorateurs extérieurs à la troupe, spécialistes des décors manœuvrés par des machines. Ces peintres sont Jean-Simon et Pierre Prat, qui vont s'engager devant notaire auprès de Molière et de ses comédiens pour réaliser ces décors du Festin de Pierre. Et Georges Forestier explique de manière extrêmement précise les décors qui vont être commandés à ces deux peintres que sont donc Jean-Simon et Pierre Prat. Et on n'a pas moins d'une soixantaine de toiles montées sur châssis. Donc, il faut imaginer 60 immenses peintures sur châssis. Le châssis étant cette structure en bois qu'on a dans tout tableau. Donc, une soixantaine de toiles montées sur châssis, 6 grands décors en perspective, une bande ciel, des frises. En tout, on a 6 lieux pour 5 actes. Et donc, tout l'intérêt aux yeux de Georges Forestier, c'est que après avoir commandé ces décors à ces peintres de grande renommée, qui étaient donc spécialistes du théâtre à machine, Molière s'est donc vu acculé à adapter son sujet à la scénographie. Ce qui va à rebours, ce qui va à l'encontre de la scénographie, comme on pourra le voir en présence de Benoît Simon et de Chloé Belmer. Je continue, je passe de Don Juan, vous allez voir, je fais un saut à Hernani, où le décor comme personnage principal de l'action, selon le scénographe Pierre Sonrel. Avant de passer directement au XIXe siècle,
vous donner quelques notions du XVIIIe siècle, avec notamment l'indication de 1759, date à laquelle le plateau de la Seine est vidé de ses courtisans. Qu'est-ce que je sous-entends? Depuis 1637, donc avec le site de Corneille, le théâtre, avec la Comédie Française à partir de 1680, va prendre l'habitude d'installer les spectateurs, les courtisans, les petits marquis, les spectateurs les plus fortunés sur le plateau, sur la scène. Ils seront jusqu'à 200 et cette habitude va perdurer jusqu'en 1759. À partir de cette date, de 1759, on a un plateau nu. Alors, c'est évidemment un anachronisme par rapport à l'expression de Jacques Copeau qu'on verra dans quelques instants. Mais l'idée, c'est qu'on a un plateau qui se vide subitement de plusieurs dizaines de spectateurs, avec donc un décor qui va prendre de l'épaisseur. On va passer en gros de toiles peintes à des toiles en perspective jusqu'à des décors architecturés. Grande révolution dans l'histoire du décor, c'est-à-dire qu'on n'aura plus des décors en toile peinte verticaux, mais qu'on va avoir des décors en volume, et ça va être tout le génie du théâtre romantique. Hernani, 1830, le décor devient personnage principal de l'action. D'une certaine façon, dans le théâtre romantique, l'espace devient personnage principal de l'action. Il n'est qu'à lire, par exemple, Lorenzaccio de Musset. Il est bien évident que la ville de Florence est un personnage à part entière dans ce drame de Musset. Chez Hernani, Victor Hugo, daté de 1830, eh bien, le décor va prendre une importance capitale. Chez les romantiques, le décor ne se limite plus à représenter en trompe-l'œil et en perspective un paysage ou un intérieur. Le décor va devenir en volume, il va être construit. Ce qui est une grande révolution pour les comédiens, puisqu'ils vont pouvoir circuler à l'intérieur du décor, sur le décor, et non plus seulement devant le décor. Donc cette révolution du décor, qui va devenir personnage principal de l'action selon la définition de Pierre Sonrel, va avoir aussi un effet sur le jeu théâtral. Et avant de vous donner la parole, l'idée des décors romantiques participe du rêve d'un désir de spectacle total et d'un désir de couleur locale, c'est-à-dire de donner une unité visuelle, décorative au décor, en implantant des décors qui répondent à des représentations qu'on a de l'Espagne, de l'Italie de l'époque. Est-ce que l'un d'entre vous accepterait de lire ce court extrait de Théophile Gautier sur Hernani? Je veux bien, si vous m'entendez. Je vous remercie, Claire. Allez-y. Vous m'entendez bien? Parfait. Dans le grand monologue de Don Carlos devant le tombeau de Charlemagne, il nous semblait monter un escalier monumental dont chaque marche était un vers au sommet d'une flèche de cathédrale, d'où le monde nous apparaissait comme dans la gravure sur bois d'une cosmographie gothique. Théophile Gautier, Histoire du romantisme 1877. Donc là, c'est absolument magnifique ce que dit Théophile Gautier, qui est une forme d'historiographe du théâtre romantique. Je vous raconte en quelques mots donc ce fameux escalier donc du 4e acte d'Hernani.
Don Carlos est devant le tombeau de Charlemagne à Aix-la-Chapelle et que Victor Hugo nous décrit donc ce Don Carlos qui est face à un escalier monumental. À l'origine, on avait une partie praticable qui était posée frontalement devant la scène et ce qui nécessitait une pause avant la représentation dans la matinée de la partie basse et arrière du dispositif, de l'escalier. Cet escalier avait été conçu par Leger-Larbouillet. Le problème, c'est qu'il était tellement lourd et tellement compliqué à gérer en 1830 à l'occasion de la création de ce drame de Victor Hugo, que l'escalier ensuite a été modifié par Cambon, qui est un très grand décorateur du 19e siècle, au profit d'un escalier oblique en deux parties, plus léger et plus facile à installer pour les machinistes. Donc, ce qui est très intéressant dans ce décor romantique, c'est que le plateau s'ouvre à des difficultés insurmontables au niveau de l'espace scénique et tout en offrant aux comédiens un espace de jeu absolument inouï. On passe, on fait quasiment un petit siècle, 80 ans, pour évoquer la grande naissance du décor moderne orchestré par Jacques Copeau. Jacques Copeau, c'est ce grand monsieur du théâtre début 20e qui crée l'un des trois théâtres que possède la Comédie Française, qui est le théâtre du Vieux-Colombier, en 1913. Et l'inauguration a lieu en 1913 et l'un des grands spectacles du théâtre du Vieux-Colombier, c'est La Nuit des Rois de Shakespeare, que met en scène Jacques Copeau. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous accepterait de lire ce très beau texte de Copeau, extrait de registre 1? Moi, je veux bien. Merci Félix, allez-y, je vous en prie. Renoncer à l'idée de décor. Plus la scène est nue, plus l'action y peut faire naître de prestige. Plus elle est austère et rigide, plus l'imagination y joue librement. C'est sur la contrainte matérielle que la liberté d'esprit prend son point d'appui. Sur cette scène aride, l'acteur est chargé de tout réaliser, de tout tirer de lui-même. Le problème du comédien, du jeu, du mouvement intime à l'œuvre, de l'interprétation pure, est ainsi posé dans toute son ampleur. Un tréteau nu et de vrais comédiens. Jacques Copeau, registre 1, Paris-Gallimard, 74. Merci beaucoup Félix. Ce très beau texte de Copeau, c'est vraiment un très grand metteur en scène, un administrateur aussi de la Comédie Française. Simplement vous dire qu'il fait partie de ce qu'on appelle le cartel. Le cartel, c'est un groupe d'artistes composé donc de Jacques Copeau, metteur en scène, de Louis Jouvet, régisseur, de Charles Dulin, qui était comédien, de Gaston Batty, et puis d'une femme qu'on oublie assez souvent, qui est Suzanne Bing, qui est comédienne et qui sera professeure dans l'école du théâtre du Vieux-Colombier. Sous l'influence de deux très grands metteurs en scène et penseurs du théâtre que sont Appia et Gordon Craig, Jacques Copeau imagine avec Jouvet une architecture, une scène architecturée fixe. Donc ça, c'est très important. Sans cintre, ça veut dire sans dessus, avec des mouvements de toile peinte, par exemple. Donc sans cintre, sans dessous, ça veut dire sans grande profondeur sous la scène, offrant en fond de scène des aires de jeu surélevées
et à l'avant-scène, une suppression du cadre de scène et un proscénium, c'est-à-dire une avancée dans le public, descendant de quelques marches vers la salle. L'aventure du théâtre du Vieux-Colombier avec Jacques Copeau, c'est 1913-1924. Et l'idée de Jacques Copeau, c'est vraiment de mettre au cœur du théâtre, du moment théâtral, et le texte et le comédien. À une époque où le théâtre bourgeois propose des mises en scène extrêmement chargées, des décors on ne peut plus surchargés, des costumes très flatteurs. Et l'idée de Jacques Copeau, c'est vraiment d'aller en opposition à ce théâtre bourgeois et de proposer un théâtre d'art qui laisserait la primauté au texte et à l'acteur. Avec Suzanne Lalique, c'est l'engagement d'une artiste à la direction des décors de la Comédie Française. Très grande révolution et j'espère que certaines ou certains d'entre vous auront un jour l'envie de travailler sur Suzanne Lalique, qui est une immense artiste qui a révolutionné à sa façon les décors à la Comédie Française. Alors, quand on cherche Suzanne Lalique, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut lire? C'est la fille de son père, c'est la fille de sa mère, c'est la femme de son mari et c'est l'amie de plein d'hommes. Voilà. En gros, elle est systématiquement reliée à des hommes qui ont marqué sa carrière. Et c'est vrai que je suis assez frappée par le peu d'études sur Suzanne Lalique. Simplement vous dire que à l'époque, Édouard Bourdet est administrateur de la Comédie Française. Il est assisté d'un comité consultatif composé de 3 metteurs en scène du cartel, donc Gaston Batty, Dulin et Jouvet, et de Copeau. Et Dulin est engagé pour monter Chacun sa vérité de Pierre Andello. On est en 1937 et Charles Dulin tombe chez Édouard Bourdet sur un petit tableau, une toile de Suzanne Lalique, et décide à ce moment-là de faire appel au service de Suzanne Lalique pour monter ses décors. Et c'est en 1938 que Suzanne Lalique sera engagée à la direction de la décoration, qui inclut et les décors et les costumes, et cela jusqu'en 1971, date de sa retraite. C'est la première fois que la Comédie Française engage une artiste, engage une femme à la tête de la direction des décors et associe et les décors et les costumes. Et Suzanne Lalique va donner une unité absolument extraordinaire aux costumes et aux décors. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous accepterait de lire ce texte? Moi, je veux bien. Bon, merci Axel. Suzanne Lalique, un carnet à la main, assiste à toutes les répétitions, note les remarques du metteur en scène, les critiques de l'administrateur et les souhaits des acteurs. Silencieuse, discrète, efficace, elle essaie de calmer les conflits. Elle veut faire plaisir à chacun, mais garde assez de présence d'esprit pour ne pas lâcher sur l'essentiel. Personne ne peut lui imposer ce qu'elle considère comme une faute de goût. Sans se fâcher, elle ne cède jamais. Édouard Bourdet disait d'elle « Elle vous tue à force de douceur ». J'adore cette conclusion d'Édouard Bourdet sur Suzanne Lalique. On vous a mis le décor du bourgeois gentilhomme de Molière dans une mise en scène qui a fait fureur de Jean Meyer, qui date de 1951. C'est un décor emblématique, d'une part parce que c'est Louis Seigné dans le rôle de Jourdain, que le spectacle a été joué plus de 500 fois à la Comédie Française, et que ce décor, d'une certaine façon, est emblématique aussi de la démesure de Jourdain et d'une
forme de vanité, c'est-à-dire que cet escalier, il prend quasiment tout l'espace de cet intérieur bourgeois de Monsieur Jourdain. On continue. Énorme saut, Bob Wilson ou le décor lumière. Marcel Bozonnet, alors administrateur de la Comédie Française, les années c'est 2001-2006, fait appel à Bob Wilson, grand metteur en scène américain, pour monter un spectacle qui s'appelle Les Fables de La Fontaine. Et Bob Wilson signera et la mise en scène, et les décors, et les lumières. Est-ce que l'un d'entre vous peut lire ce court extrait sur Bob Wilson? Alors, oui, bonjour, je peux si vous voulez, vous m'entendez? Oui, très bien, c'est oui. Alors, Bob Wilson ou le décor lumière. Tous les gestes des personnages ont une numérotation, tous les rythmes des lumières et des actions sont calculés à la seconde près, comme dans une partition où convergent lumière, son et action. Le théâtre Lumière de Bob Wilson, rétrospective en images, Opéra National de Paris 2017. Ce qui est intéressant chez Bob Wilson, c'est que on n'a pas un décor en carton-pâte, en aucun cas, et que d'une certaine façon, la lumière fait office de décor. Et ça, c'est une des grandes révolutions de la Comédie Française lorsque la salle Richelieu reçoit donc Bob Wilson pour la création donc, des Fables de La Fontaine. Les décors d'Éric Ruff ou la Fabrique du théâtre, là on vous a mis un extrait donc d'Éric Ruff qui évoque donc l'acte 1 de Cyrano de Bergerac qui avait mis en scène Denis Podalides en 2006. Et Éric Ruff signait son premier grand décor à la Comédie Française. Premier grand décor qui a donné naissance d'une certaine façon à une longue histoire d'Éric Ruff à la scénographie, dans un premier temps à la Comédie Française et puis dans d'autres théâtres extérieurs à Paris et en France. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous accepterait de lire cet extrait d'Éric Ruff? Moi, je veux bien. Kostia, je vous remercie beaucoup, allez-y. Acte 1. La représentation de la Chloris, pièce de théâtre qui ouvre Cyrano de Bergerac, est généralement escamotée. Or, elle revêt pour nous une fonction intéressante. D'une part, elle permet de dire le traumatisme que constitue pour des comédiens le fait d'être interrompus dans leur jeu. D'autre part, elle offre l'occasion de montrer la fabrique du théâtre. Le premier acte se joue donc dans des coulisses imaginaires, d'où l'on aperçoit la scène, de profil, comme à travers le trou d'une serrure. On trouvera sur le plateau tout ce qui fait la vie de la Comédie Française depuis des siècles. Des châssis tendus de toile à beurre, des malles à costumes, des escaliers de bois, des toiles peintes, des éléments qui trouveront leur utilisation au cours du spectacle. On reconnaîtra un ciel inspiré de Constable, des feuillages peints d'après Corot, un morceau de portrait représentant Savinien de Bergerac, des inscriptions techniques où j'ai même glissé la date de naissance de mes enfants. Au fur et à mesure de l'acte, comédiens et techniciens feront le vide de ce bric-à-brac inspiré. Éric Ruff, L'Express, 25 mai 2006. Je vous remercie beaucoup, Kostia. On vous a mis cette photo de Cyrano de Bergerac parce que le spectacle a été monté un nombre de fois incalculable sur le plateau de la salle Richelieu et qui donne lieu donc à des décors très différents selon les actes. Et je vous encourage, je vous conseille de découvrir cette mise en scène dont vous pouvez voir des extraits sur Internet et vous avez également une captation qui est très très bien réalisée de ce spectacle. Et dernière image, les damnés d'Ivo-Vanov ou la vidéo intégrée au décor. À la Comédie Française, ça a marqué une grande première sur le plateau de la salle Richelieu que l'arrivée d'Ivo-Vanov pour les damnés en 2016, notamment pour le recours qu'il avait à la vidéo, une vidéo qui était réalisée en direct
sur le plateau de la salle Richelieu. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous peut nous lire cet extrait? Et on aura terminé. Alors. Non? Je veux bien si personne souhaite intervenir. Allez-y. Alors, Frédéric Morin. Venons-en à l'utilisation de la caméra. L'impression qui en ressort est celle d'une superposition de l'intimité, d'une sorte d'authenticité des personnages sur le déroulement implacable de l'histoire qui broie les individus. Ce contraste-là vous importe-t-il dans votre travail avec les auteurs? Ivo von Hoff. Oui, absolument. Ce que j'aime chez les acteurs, c'est qu'ils soient toujours vrais sur scène, qu'ils soient là, qu'ils ne jouent pas. Yann, l'écran vidéo est un... Oui, pardon, c'est le décorateur, je crois. L'écran vidéo est un écran LED. On peut donc y projeter des images dans toutes les ambiances lumineuses. Elle fonctionne comme une loupe. On peut s'approcher extrêmement près. Et ça vient du dossier de presse des damnés, entretien réalisé par Frédéric Morin et Laurent Mullesheim. Oui, c'est ça, en 2016. Je vous remercie beaucoup. On termine cette présentation par le PowerPoint qu'on vous avait adressé, qui retraçait un peu les différents types de questions que nous pouvions poser à nos invités. Bonjour Chloé. Bonjour, désolée pour le fond d'écran, je le change. C'est parfait. Je n'ai pas prévu ça. Benoît. Bonjour Marine. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. On vous remercie infiniment, Adèle et moi, d'avoir accepté notre invitation pour participer donc à cette 9e session de l'Université théâtrale consacrée à la conception des décors à la Comédie Française. Je vais vous présenter tous les deux en quelques mots. Benoît Simon, tu es directeur technique de la Comédie Française. Et Chloé Belmer, tu es académicienne scénographe. Et l'idée de vous inviter tous les deux, c'était d'associer une parole d'artiste, qui est Chloé, et une parole de directeur technique, qui est Benoît. Première question avant de donner la parole aux étudiants. Aujourd'hui, on est mi-juin, on est précisément le 17 juin 2021. Quelle est votre actualité dans cette période de réouverture des salles et de reprise des spectacles? Peut-être commencer par toi, Benoît, et puis ensuite Chloé. Ce soir, on a une activité assez brûlante puisqu'on a la chance de permettre la couturière du Bourgeois Gentilhomme sur le plateau de Richelieu. Du coup, en effet, je suis directeur technique de la Comédie Française, mais sur le site de Richelieu. Et il y a aussi des directeurs techniques, donc un directeur technique au Studio Théâtre et au Vieux Colombier, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler a posteriori. Donc, on ouvre ce soir la couturière qui, du coup, précède la première du Bourgeois qui aura lieu donc demain. Spectacle qu'on attend impatiemment et qui est en train encore là, peut-être qu'on l'entendra parmi quelques retours, puisque j'ai un retour dans mon bureau, quelques annonces pour finir les derniers raccords, puisqu'ils avaient lieu cet après-midi. Et puis, on prépare déjà la rentrée et toute la saison 2022-2023 qui sera tournée vers l'année Molière. Donc, on a fort à faire et on est déjà bien engagé. Chloé, je pense que tu as participé, même je suis sûr que tu as participé au Bourgeois, mais tu as d'autres actualités. Oui, donc pour nous, il y a eu une musical qui s'est fait au studio. Donc c'est un petit spectacle sur lequel j'ai fait la scénographie. Et il va y avoir le spectacle Mais quelle comédie, qui est une comédie musicale, sur laquelle aussi j'ai eu la chance d'avoir pu faire la scénographie dont la première sera dans quelques jours. Et je prépare aussi 2 spectacles pour les académiciens. 2 spectacles parce qu'on n'avait pas pu jouer celui de l'année dernière. Et ces 2-là se feront en juillet au Théâtre du Vieux Colombier. Et avant de donner la parole aux étudiants,
qu'est-ce qui vous a donné envie, l'un et l'autre, de travailler dans les décors? Quel est l'élément déclencheur qui fait qu'on consacre une passion au décor de théâtre? Chloé, peut-être? Oui, alors moi, ça vient de l'enfance. Je chantais à la maîtrise de l'Opéra de Nantes. Et donc, on chantait dans des opéras et les metteurs en scène, en fait, nous faisaient bouger dans l'espace. Et c'est vrai que c'était intéressant de passer d'un champ où on est statique à un champ où on peut se déplacer. Et petit à petit, je voyais qu'il y avait d'autres personnes, il y avait plein de personnes sur les plateaux, il y avait des scénographes, des techniciens, etc. Et c'est vrai que ça m'a intriguée. Et en voyant des spectacles aussi jeunes, des opéras, je me suis rendu compte que l'espace pouvait parler, pouvait dire beaucoup de choses, en fait, sans mots. Et c'est ça qui m'a émue. Et moi qui voulais à la base devenir être chanteuse, finalement, je me suis dit que c'était chouette de pouvoir créer soi-même un univers. Et c'est pour ça que assez tôt, j'ai entendu parler de la scénographie et ça a déterminé ma trajectoire ensuite. Et toi, Benoît? Pour ma part, j'ai toujours travaillé dans le spectacle vivant et du coup majoritairement au théâtre, pour la danse, avec des biais assez différents, que ce soit le son, la vidéo et donc par analogie le traitement de l'espace, c'est celui de la lumière. Et à travers mes différentes fonctions, je me suis rapproché évidemment du plateau et donc de la construction. Et avec une chance énorme à partir du moment où j'ai pu intégrer la Comédie Française, d'avoir la capacité d'être dans une structure qui crée ses propres décors et qui a les fonctions en interne de création des décors. Du coup, tout naturellement, même si c'était pas mon cœur de métier initial, ça l'est devenu parce que la création, les 5 créations qu'on peut faire chaque année nous amènent évidemment à s'apesantir très fortement sur l'objet du décor, qui est, même s'il est à traiter à part égale avec l'ensemble des génériques, enfin en tout cas de ceux qui constituent les éléments artistiques de la création, c'est un élément non négligeable et donc du coup passionnant, et du coup travailler avec des gens passionnés fait qu'on s'y intéresse évidemment plus que tout. Bonjour, et merci beaucoup à tout le monde. Je m'appelle Céline Delivet, j'ai repris des études de théâtre à la Sorbonne Nouvelle. J'ai auparavant été graphiste pendant longtemps dans la communication et il y a encore plus longtemps, fait des études de scénographie. Ma question, elle est d'abord pour Monsieur Simon. Je voulais savoir à quel moment sur un projet vous rencontrez le scénographe, quelles sont les étapes incontournables que vous avez ensemble et plus précisément, comment avez-vous travaillé avec Chloé sur les décors de Mes Quelles Comédies? Très bien, beaucoup de questions. Oui, peut-être trop. Non, pas du tout, je vais essayer de répondre. Merci. La première question liée à la première rencontre avec les scénographes, pour la Comédie Française, elles oscillent entre 1 an et demi et 1 an avant la première au Plateau Richelieu, puisque en fait on détermine des étapes marquantes et importantes pour la fabrication du projet, notamment une première étape avec la rencontre du metteur en scène et du scénographe pour nous parler de l'univers sans avoir plus de précision formelle, et qui se dirige vers une autre étape, elle par contre très importante, qui est la présentation de maquette à l'administrateur. Et cette présentation de maquette, donc d'une maquette en volume, en 3 dimensions, majoritairement grâce à du carton plume, mais qui peut être et qui est de plus en plus effectuée en format numérique, du coup avec une visualisation 3D dans un espace virtuel. Mais cette étape qui est du coup valide le démarrage réel du projet, qui a lieu entre 4 et 6 mois avant la première du spectacle, nous amène à tous nous rencontrer et à formaliser la scénographie du spectacle soit dans une maquette ou soit dans une visualisation 3D, et qui déclenche donc les études
de construction qui vont démarrer la construction au préalable. Donc, il y a 2 grandes étapes. La première qui est celle de la prévisualisation du projet et la deuxième qui est plus marquante, qui est celle de l'installation, en tout cas la concrétisation du projet. Donc, dans la remise de maquette à l'administrateur, qui est un format relativement cérémonial, mais hautement important pour tous, puisque c'est à ce moment-là où le projet prend forme et pour tout le monde, aussi bien les équipes de communication que les équipes qui vont travailler concrètement dessus. Et après, les rendez-vous sont très réguliers, autant que faire se peut. Après, les années qu'on vient de passer étaient un peu complexes, mais en tout cas, autant que faire se peut pour avoir des rendez-vous soit purement téléphoniques ou soit des venues dans les ateliers de construction de décor pour valider les différentes étapes de construction du décor. Et enfin, une fois qu'il est au plateau, ce qui arrive environ 1 mois et demi avant la première, on assiste à une présence quasi quotidienne où soit du scénographe, soit de son assistant ou son assistante quotidienne pour vérifier que tous les détails se précisent et se mettent bien en place. Jusqu'à donc le jour de la première. Est-ce que tu me confirmes, Chloé, qu'on a essayé de travailler Merci. ça? C'est ça, Benoît. D'accord. Et donc, du coup, on a essayé de suivre ce même procédé pour Make Comedy, mais le timing a été un peu plus serré, puisque en fait, c'est une production qu'on a établie un peu de manière hâtive, parce que la situation sanitaire nous permettait pas de développer ce qu'on avait prévu. Et du coup, Chloé est arrivée le plus rapidement possible sur ce projet, mais a eu assez peu de temps pour le développer. On en a parlé ensemble, elle l'a formalisé autour d'une maquette. Cette maquette, elle l'avait, mais je vais te laisser parler, Chloé, pour que tu donnes la vraie version qu'elle avait développée avec les metteurs en scène pour essayer de le formaliser, de passer ensuite à l'étape d'étude et de construction. Merci beaucoup. Donc oui, c'est ça, c'est ce qu'il a dit Benoît. En gros, on a réfléchi avec les metteurs en scène sur ce projet-là. Il fallait d'abord penser cette scénographie dans l'espace de Marigny parce que le spectacle aurait dû se créer là-bas. Et donc avec eux, en général, on réfléchit autour de dessins, d'iconographie, de plans, de maquettes. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur un univers, sur la scénographie du spectacle, c'est là que ensuite j'ai pu voir Benoît Simon et le reste de l'équipe à Sarcelles pour parler autour de la maquette et des quelques plans que j'avais. Et eux ensuite étudient le décor, donc ils vont regarder son aspect technique, comment est-ce qu'on le fabrique, etc. Et comment est-ce qu'on le fabrique selon l'alternance. Et ça, Benoît, je te laisserai expliquer ce qu'est l'alternance. Mais voilà, c'est une étape qui est extrêmement importante. Il faut être assez précis dans sa maquette, dans les dimensions, dans les rapports d'échelle, bien sûr, mais aussi dans les couleurs, dans les matériaux, etc. Donc, il faut avoir... pas plus qu'une idée, mais il faut déjà avoir choisi les matériaux, faut déjà connaître les accessoires, etc. Et ensuite, si on a des doutes sur certains éléments du décor, par exemple, si je suis pas sûre d'une matière, etc., je vais discuter avec tous les techniciens qui vont te conseiller telle matière. Enfin, il y a des vrais échanges à ce moment-là qui sont très importants. Ce que j'ai à te dire, c'est bon. Merci beaucoup. Et juste, en fait, j'ai 2 petites questions rapides, si je peux. Oui. Du coup, vous avez eu combien de temps pour pouvoir réaliser, concevoir le décor plutôt sur quelle comédie? J'ai eu entre 5 à 6 semaines, je me souviens plus exactement. C'était le mois d'août et puis 2 semaines en septembre. Et puis, on a démarré l'étude assez rapidement pour avoir, je ne me souviens plus, mais je crois un plateau tout début novembre.
On a eu 6 semaines, je crois que Chloé a eu 6 semaines pour penser le projet. On a dû avoir 6 semaines pour l'étudier et le réaliser. Voilà, un temps un peu record. En effet, dans une situation, et Mais quelle comédie n'est pas complètement représentative de notre rythme de travail ni même du processus, mais ceci dit, ça en a été un condensé. On n'était pas à Richelieu puisqu'on avait des travaux qui se faisaient dans la cage de scène de Richelieu, donc on était au théâtre de Marigny et Chloé est intervenue du coup dans ce cadre-là, donc avec une scène qu'on connaissait moins et néanmoins une thématique qui est redondante chez nous, qui est l'alternance, dont je vous parlerai peut-être un peu tout à l'heure. Je ne vais pas forcément m'étendre, surtout si ça fait l'objet d'une question. Je voulais juste apporter une précision, c'est que tout à l'heure, donc Chloé, tu as dit Sarcelles, je n'ai évidemment pas encore expliqué, mais l'ensemble de nos ateliers de construction, qui ne constituent pas celle notamment des accessoires qui se fait majoritairement à Richelieu, mais nos ateliers de construction se trouvent donc dans la ville de Sarcelles, où on dispose de bâtiments qui sont habités par la décoration, la construction, donc c'est-à-dire les menuisiers et les serruriers, donc bois et métal, et puis les tapissiers qui s'occupent de toutes les parties tissus et mobilier, le bureau d'études évidemment, et des machinistes qui se chargent de faire le stockage des décors, le transport vers Richelieu, mais aussi le passage des différents éléments entre les différents ateliers pour faire en sorte que ça parte du point A au point B sans encombre. Donc voilà, c'est l'ensemble des techniciens dont Chloé parlait qui sont source de référence ou d'inspiration pour venir apporter des éléments supplémentaires lorsqu'il y a une question de la scénographie qui peut passer aussi bien par l'échantillonnage sur des catalogues ou alors de réaliser des prototypes à différentes échelles pour se rendre compte d'une patine, d'une couleur ou d'un choix de résistance. Donc voilà, c'est un lieu où il y a énormément de compétences qui se confrontent et qui se complètent pour pouvoir aller vers la finalité du décor. Merci beaucoup. Ouais. Et concrètement, Benoît et Chloé, concevoir des décors, c'est combien de personnes? Combien de personnes participent à la création des décors à la Comédie Française? Alors, je vais faire une réponse, si tu veux bien, dans un premier temps. Puis, Chloé, je pense que tu pourras aussi rajouter de ton côté. Il y a 130 techniciens à Richelieu. Et je considère que tous font partie de la création du décor parce que tous à leur niveau, aussi bien du bureau d'études pour les premières esquisses et les plans de réalisation, que l'électricien au plateau ou l'accessoiriste au plateau ou le tapissier ou même le cintrier réalisent une partie du décor. Alors certains le mettent en mouvement, mais beaucoup le modifient jusqu'au dernier moment pour arriver à un résultat qui puisse convenir aux souhaits du scénographe et de ce qu'on a et de la mise en scène qui est notre but quotidien. Donc en fait, et pour être plus précis, il y a 30 personnes environ qui travaillent aux ateliers de Sarcelles. Donc, je vous ai décrit les métiers, décoration, construction, tapissier, menuisier, bureau d'études. Et puis, il y a tous les services au plateau qui se chargent de le modifier, de l'aménager en fonction des répétitions. Qui sont là les électriciens, les accessoiristes, les tapissiers, les régisseurs son qui modifient des fois le décor pour y intégrer des haut-parleurs, et puis les cintriers et machinistes évidemment. Chloé, qui ai-je oublié? Je rajouterais aussi donc ça c'était la partie technique, je rajouterais bien sûr les metteurs en scène, la vision du metteur en scène. Parce que le scénographe conçoit le décor avec la vision de ces metteurs en scène. Et également, je trouve ça intéressant d'avoir une discussion avec l'éclairagiste aussi et le costumier si c'est possible. Par exemple, pour le décor de Mais quelle comédie, il y avait une matière qui était noire brillante. J'avais besoin de discuter avec l'éclairagiste Bertrand Couder pour qu'il me confirme si c'était une matière qu'il pouvait éclairer ou pas. Donc voilà, ce serait eux que je rajouterais aussi.
Alors, bonjour, moi je m'appelle donc Félix Valentin. Je finis ma première année à l'école Claude Mathieu à Paris. Et alors pour l'instant, je me fais le porte-parole de Marie Dumas qui est de retour chez elle après la représentation d'hier. Et du coup, elle voulait savoir, est-ce que lorsqu'on conçoit un décor donc dans les ateliers, est-ce qu'on a aussi la perspective d'une éventuelle tournée à l'extérieur? Et du coup, est-ce qu'il y a comment ça s'appelle, une réflexion alors, sur le fait que ce soit modulable ou pas? Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre question. En effet, donc ça me permet de rentrer un peu dans les détails de ce que c'est aussi un décor à la Comédie Française. On a une petite particularité, c'est qu'on a une pente à 4%. Donc, tous les mètres, le plateau vers le lointain, donc vers le fond de la scène, s'élève de 4 cm. Ça paraît petit, mais c'est néanmoins non négligeable, notamment quand on a des éléments sur roulette ou quand on veut faire tenir des choses droites. Et donc, en effet, pour des raisons évidentes de tournée et qui sont récurrentes, pas forcément obligatoires, mais récurrentes, on se doit de penser au minimum à la conception d'une potentielle adaptation. Ça fait l'objet de plusieurs orientation de travail. La première, c'est comment concevoir ce décor dès le début pour qu'il soit tournable, donc dans sa forme initiale sans être modifié, ou est-ce qu'il bénéficiera d'un aménagement a posteriori, mais dont on aura créé et constitué les éléments de décor pour qu'il soit facilement adaptable à soit d'autres pentes ou soit un sol à plat. Donc ça, c'est la question de la pente, et puis il y a la question des dimensions en eux-mêmes, qui là revêtent plus qu'une problématique technique, mais aussi une problématique plutôt d'implantation et de rapport scène-salle. Et du coup, je laisserai un peu Chloé parler à ce sujet, mais on n'opère pas de la même façon pour chacun des décors parce que suivant leur composition initiale, si elle a une forme de U, s'il y a un module qui peut être en effet extensible, il aura une adaptation à avoir en tournée. Et ça, l'œil du scénographe ou de l'assistanat ou de la mise en scène nous aide à avoir la bonne démarche pour avoir une représentation en tournée qui soit conforme à la dramaturgie initiale. Et pour exemple, et j'en finirai ici, les damnés que j'ai vu assez souvent en tournée puisque j'y ai participé, on avait de prime abord deux versions. Une première qui a été celle de la création à Avignon, du coup, sur une scène qui faisait 32 mètres, je crois, de large, d'ouverture. Et puis, on a eu tout de suite après la version à Richelieu avec notre cadre qui fait 11 mètres. Donc, du coup, l'adaptation, sans même parler de tournée, mais pour la première date à Richelieu, a été assez conséquente, mais elle a été pensée. Et du coup, fort de ces deux dimensions légèrement extrêmes, on a pu s'adapter dans différents lieux qui ont été à Anvers, à Londres, à New York, sur des formats de salles qui étaient différents, mais à chaque fois qu'on faisait une implantation, c'est-à-dire qu'on met sur un plan la forme du décor, soit en visualisation 3D ou soit juste en 2 dimensions, on le soumettait au scénographe pour avoir un avis, alors qu'il donnait ou qu'il donnait pas, mais en tout cas qui permettait de perpétuer l'esprit dans des salles qui sont en effet assez différentes. Chloé, ce sujet sur le respect de la scénographie dans les dates de tournée ou dans les différentes dimensions. Lesquelles comédies entre Marigny et Richelieu? Alors moi, j'ai jamais connu justement ça, ce travail de réappropriation de l'espace scénique, mais c'est sûr que c'est très important et c'est important que ce soit le scénographe qui s'en charge parce que je pense que si tu modifies le décor, par exemple, si tu le rétrécis d'1 mètre ou de 30 cm de profondeur, etc., il peut y avoir des vrais changements dans le rapport que tu peux avoir avec ce décor et donc c'est important que le scénographe réadapte sa scénographie dans chaque théâtre. L'expérience que j'ai pu avoir, c'est toujours avec le spectacle Mais quelle comédie qui a été créé et pensé à Marigny, mais qui aussi j'ai dû aussi faire l'effort de penser à son adaptation, bien sûr, à Richelieu. À Marigny, il y a une tournette
Donc c'est une sorte de grand cercle au sol qui permet de faire tourner un décor. Et on ne pouvait pas utiliser de tournette à Richelieu, et donc il a fallu. Les metteurs en scène souhaitaient l'utiliser à Marigny, donc il fallait penser à un décor qui puisse fonctionner avec une tournette et qui puisse à la fois fonctionner sans tournette. Alors, j'ajouterais, juste pour conclure sur ce sujet, qu'il reste néanmoins un principe de réalité. Donc, ce que je vous ai exposé, c'est le cas idéal, c'est-à-dire qu'on peut solliciter le scénographe pour avoir ce retour-là. Le principe de réalité, c'est des fois des tournées extrêmement diversifiées et dans lesquelles on s'inscrit pour des besoins, notamment de missions de service public. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le choix dans le type de scène. On a comme des dimensions ou des prérequis pour être assuré que ça passe, comme on peut dire, mais il y a des fois où c'est au chausse-pied, il y a des fois où c'est vraiment très différent. Et là, le principe de réalité de se dire on doit tourner parce qu'on effectue une mission de représentation dans divers lieux fait qu'on trouvera toujours une façon de s'adapter. En revanche, elle ne sera pas forcément la plus adaptée, elle ne sera pas forcément la plus conforme à l'idée initiale, mais il y a un moment où on se doit de trouver la bonne solution pour que ça puisse jouer et qu'on soit un minimum conforme à l'esprit initial, mais des fois, on n'est pas forcément dans les situations optimales. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que c'était clair? Oui, très clair. Bon, très bien. Oui, bonjour, je m'appelle Anne et je suis étudiante en validation des acquis de l'expérience à l'université Rennes 2 en communication publique et politique. Et je vais poser deux questions. La première, elle vient de moi, et la deuxième, elle vient de Victoria, qui ne peut pas prendre la parole parce qu'elle est dans une bibliothèque. Donc, la première, c'était, vous arrive-t-il de renoncer ou de refuser des demandes parce qu'elles vous paraissent irréalisables? Et dans ce cas-là, est-ce que vous proposez de vous-même des alternatives? Et la deuxième question, donc celle de Victoria, c'est est-ce que vous imaginez les décors en prenant en compte des contraintes financières? Et est-ce que cela peut générer des frustrations, voire même des tensions opposant le scénographe et l'équipe technique? Ce qui pourrait être intéressant, c'est que chacun en donne notre version, Chloé, puisque évidemment, on est chacun des fois avec un point de vue différent sur le sujet, puisque pas à la même place. Si tu veux bien, je peux commencer, si ça te va. Renoncer ou refuser des décors, oui, ça nous est arrivé, ça m'arrivera et ça arrivera à d'autres. Ça va me permettre de dériver, j'espère pas très longtemps, mais sur un principe très très fort à la Comédie Française, c'est l'alternance. Je suis désolé, peut-être que vous en avez parlé au début de l'intervention, mais je n'ai pas tout suivi. Je suis arrivé un peu en retard. Et donc, du coup, je vais essayer de la faire rapidement pour que vous en ayez un peu la synthèse. On a la chance, mais l'obligation, en tout cas, de respecter cette contrainte, d'avoir jusqu'à 5 décors dans la cage de scène. Ces 5 décors, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent tous les jours de potentiellement offrir aux spectateurs des spectacles différents, mais il faut les stocker, il faut du coup les mettre en place quand il le faut. Notre théâtre, même s'il est assez grand, il fait 960 places, il a une ouverture de 11 mètres au cadre, il y a environ 16 mètres entre le nez de scène et donc du proscénium et vers le lointain. C'est des bonnes dimensions. Il y a 22 mètres entre le sol du plateau et puis le grill, les porteuses. Donc on pourrait dire que c'est un bon théâtre, mais pour y mettre 5 décors, ça fait assez serré. Et donc, du coup, il y a toute une mécanique. Je vous parlais tout à l'heure des 130 personnes qui travaillent à la Comédie Française juste pour la technique. C'est qu'on développe tous les jours, sans discontinuer, avec comme quelques arrêts, mais assez mineurs, tous les jours de la semaine, une mécanique qui fait que le matin, en tout cas du lundi au vendredi, on démonte le décor de la veille. Et en cela, on a 1 heure de temps maximum, c'est notre contrainte obligatoire. On a ensuite un passage de ce qu'on appelle la salade, c'est qu'on bouge des éléments de décor d'une porteuse, c'est-à-dire d'une
barres qui permet de sous-peser les décors. On passe donc dans la salade les éléments d'une porteuse à une autre, on règle quelques éclairages et on monte tout de suite le décor de répétition qui a lieu l'après-midi de 13h à 17h. J'espère que vous me suivez encore. Donc le matin à 8h, on démonte le décor de la veille, on monte le décor qui répète de 13h à 17h et à 17h00, on démonte le décor de répétition pour monter et régler le décor du soir qui évidemment n'est pas celui de la veille et évidemment pas celui de la répétition. Ça, c'est donc du lundi au vendredi. Et le samedi, au lieu de répéter de 13h à 17h, on joue un spectacle à 14h et à 20h30 le soir, et même chose le dimanche. Ce qui fait qu'on a 9 représentations par semaine, et donc on a une extrême variété des mouvements de décors pour les mettre en place. Et donc, cette contrainte, elle exige d'avoir des formats de décors qui sont assez cadrés, puisqu'il faut que ces décors puissent s'accrocher donc dans les cintres, se mettre dans les cases du lointain, qui sont des espaces de stockage, il y en a aussi sur les côtés, donc à jardin ou à cour, ou à un endroit un peu plus dégagé de la scène. Donc en fait, ces contraintes font qu'on a des techniques de construction de décors qui sont très spécifiques, qui doivent être légères dans leur maniement, qui doivent être facilement assemblables sans vis et sans boulonnage. Et donc, du coup, ces contraintes amènent évidemment à penser, quand on nous soumet un décor dans les premiers temps, donc je vous disais environ 1 an et demi à 1 an avant la première, à penser à partir du moment où on nous propose le projet, sa faisabilité dans le stockage et sa mise en œuvre sur le plateau. Donc ça, c'est un premier élément. Après, par exemple, on n'utilise pas de verre VE2RE, même si le VERT est un sujet, mais en tout cas, c'est celui-ci. Donc, pour des miroirs, c'est forcément avec des ersatz de verre, ou pour des vitres, c'est la même chose. Donc, on a toute une série d'éléments qui font que pour que l'alternance soit possible, on renonce à certains éléments, et des fois, c'est tout partie du projet qui est à renoncer, parce que malheureusement, on en enlève son essence même, et le scénographe est amené à repenser son projet si ça ne rentre pas dans les contraintes. Du coup, je relis avec l'autre question, et notamment la question des financières, puisque on a un budget comme tout établissement public, et sûrement tout établissement, qui nous amène à respecter ce cadre pour qu'il y ait un partage plus ou moins homogène entre les différentes créations qu'on fait dans l'année, pour que au niveau du décor, on ait l'enveloppe, on définit une enveloppe, et en fait, elle se subdivise pour le mobilier, les accessoires, les achats de matériel lumière, et puis évidemment la création de décors. Donc on a une enveloppe, on essaie de la respecter, on se donne ces objectifs-là, et en fonction des différentes contraintes ou des différents changements qui ont lieu au cours des étapes de construction, on peut modifier quelques éléments. On essaie de les réfréner au plus possible, parce qu'en fait, pendant qu'on répète le décor, à partir du moment où il est sur le plateau, en fait, on est déjà en train de construire un autre décor. Donc, il nous est toujours très difficile dans cette gymnastique de renvoyer aux ateliers pour faire des modifications, ou même de créer des éléments supplémentaires. C'est évidemment de la théorie, parce qu'en pratique, il ne se passe pas forcément ça, mais c'est ça la base. Donc, une contrainte budgétaire normale, des refus qui peuvent être liés à ces contraintes budgétaires, et surtout à cause de l'alternance. Mais le but étant de satisfaire l'idée initiale, et on essaie d'y accéder. Chloé, est-ce qu'on a beaucoup posé des contraintes? Pas pour Naked Comedy, au contraire. Après, tu parlais de la frustration entre le metteur en scène et le scénographe. Je pense que du coup, c'est le rôle un peu du scénographe d'expliquer pourquoi c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire de cette façon-là, et qu'il faut trouver une solution. Et je pense que la contrainte budgétaire, en fait, permet au scénographe d'être plus créatif, d'être plus ingénieux dans sa réflexion, et voilà.
Merci. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question. Donc, déjà, je me présente. Je m'appelle Audrey. J'ai 22 ans et je viens de terminer une licence en management international à l'IAE Gustave Eiffel. Et j'aurais une question concernant la Cité du Théâtre. Je voulais savoir si les nouvelles scènes, a priori plus modulables, si j'ai bien compris, vont impliquer de nouveaux défis en termes de décors. La Cité du Théâtre, vaste sujet dont je m'occupe en partie, mais c'est un sujet qui est partagé au sein de la Comédie Française avec différents pôles. Il a initialement été en effet mis en place pour pouvoir répondre à des formes théâtrales qui n'ont pas trouvé leur place ou difficilement des fois trouvé leur place à la salle Richelieu. Il est certain que des spectacles comme Electre Oreste, que peut-être certains d'entre vous ont vu, avec un dispositif où le sol était maculé de boue, où il y avait du coup énormément de consommables et la volonté d'avoir une dimension de plateau assez grande, ont été très contraignants à Richelieu. Alors évidemment, ça s'est fait avec un résultat que j'ai trouvé sublime et qui s'est en plus transporté après à Épidore, du coup dans une transportation. Là, on parlait tout à l'heure d'adaptation du décor. Là, ça a été assez énorme puisqu'il a fallu même reconstruire une version plus importante en termes de proportion du décor parce que face à 960 personnes, du coup 960 spectateurs à Richelieu, c'est pas la même chose que 12 000 spectateurs à Épidore. Donc il y avait un phénomène de dimensionnement qui était évidemment à compenser. Mais du coup, ce projet, en fait, il aurait pu trouver sa place aisément, un peu plus aisément à la Cité du Théâtre. Ça, c'était un exemple. Et puis, l'exemple qui est assez souvent relaté par Eric Ruff, c'est le projet de Purgint, qui a été fait au Grand Palais et qui, lui, était sur un principe de gradinage bifrontal longitudinal, c'est-à-dire qu'il utilisait la scène dans une version très allongée. Par exemple, si vous avez vu aussi la réunification des deux Corées de Pomera, il utilisait le même principe et du coup c'est un format de salle qui est impossible à réaliser à Richelieu, qui n'est pas possible à réaliser au Vieux Colombier ou au Studio Théâtre, et en effet ce type de spectacle sera plus adapté ou plus adaptable en tout cas dans ce cadre-là. Donc le projet de la Cité du Théâtre en effet travaille sur une salle modulable qui pourra avoir soit une configuration frontale, soit bifrontale, donc plus traditionnelle, quadrifrontale ou bifrontale longitudinale dont on se parlait, sur donc des dimensions plus importantes. Donc oui, ça nous amènera d'autres possibilités, d'autres rapports scène-salle, d'autres acceptations de projets qui ne pourront pas ou qui ne pourraient pas avoir lieu à Richelieu. Donc, c'est un souhait. Est-ce que ça a répondu à votre question ? Oui, et je voulais savoir aussi combien de temps est-ce que vous gardiez les décors ? Il n'y a pas de règle. En revanche, juste pour vous donner le processus, le décor, donc c'est aussi notre composante de l'alternance, c'est que du coup, un décor se crée à un instant T. Donc, je vous ai dit qu'on avait 5 créations annuelles environ, mais on n'a pas que 5 spectacles par an, on en a 12 en salle Richelieu. Donc, en fait, 12, c'est parce que chaque année, on refait des reprises des années précédentes. Et ces reprises ont une durée de vie qui est très variable en fonction de plusieurs facteurs qui peuvent aller soit de la popularité du spectacle, que de la disponibilité des comédiens, que de l'état du décor qu'on essaie de conserver en bon état sur toute son exploitation, mais qui du coup pâtit de chaque jour de ses montages et démontages, d'un stockage qu'on fait à Sarcelles. Et donc comme exemple, je crois que Cyrano, c'était 2010, c'est ça ou 2006.
2006. Donc, il est toujours stocké. Et donc, comme il est stocké, on dit qu'il est non réformé. Et à partir du moment où soit il manque de place, parce que c'est une autre contrainte, soit le spectacle est souhaité ne plus jouer, donc on dit qu'il est réformé. Donc, je fais une lettre à l'administrateur en lui disant si on pouvait, en lui demandant la réforme du décor, ce qu'il me signe ou non, et qui du coup implique sa destruction ou son recyclage pour d'autres formes ou pour d'autres lieux ou d'autres spectacles, puisque par exemple Chloé, dans le cadre du spectacle de Habiter le temps ou du Roi s'amuse, a pu bénéficier des certains de décors. Et donc, du coup, voilà, le temps est variable et je n'ai pas fait de moyenne, j'aurais pu, mais je pourrais peut-être dire 4-5 ans. Je me trompe peut-être. D'accord, merci beaucoup. De rien. Avant de donner la parole à la prochaine étudiante, c'est Gaspard qui voulait avoir plus de précisions sur le décor d'Electrorest, notamment sur la boue, donc la matière utilisée, s'il y avait un bassin sur scène, voilà, comment c'était construit plus concrètement et fabriqué. Ça a été un travail assez long de dimensionnement et de choix de la matière. C'est de l'argile, du coco et de colorants qui nous ont permis d'arriver à cette texture. Comme c'est du théâtre, même si je lisais dans un des derniers slides que vous faisiez voir où Ivo Vanov disait qu'il aimait bien la vérité, je ne sais plus la phrase exacte, mais le côté réel de l'implication des comédiens, Yann souhaite aussi un côté très réaliste des décors. Sur les damnés, on travaillait sur les formes de têtes de vis qui n'étaient pas visibles du public parce qu'il avait une vraie importance de la réalité de son décor. Donc, c'est un exemple qui peut être un peu drôle, mais qui comprend la façon dont il travaille. Et donc, du coup, pour Electre, on a essayé de créer quelque chose de réaliste, du coup, dans les matériaux dont je vous ai parlé, mais on l'a aussi triché, on a fait un peu du décor de théâtre, c'est-à-dire qu'on a créé des monticules qui étaient en dessous, qui donnaient un peu de relief, et on a créé du coup sur la surface le matériau qui rendait l'illusion que ce matériau était un peu plus étendu sur le plateau. Et néanmoins, donc il y avait ce surfaçage qui était sur un sol matiéré, mais il y avait quand même une piscine entre guillemets, un endroit où Oreste se sortait à partir de la deuxième partie, qui était un endroit dans le plateau, puisque je vous ai parlé tout à l'heure, au-dessus du plateau, il y avait 22 mètres, mais sous le plateau, il y a 15 mètres environ qui sont distribués dans 4 dessous, 3 dessous directement accessibles et un dessous qui est plus technique. Et ces dessous nous permettent d'ouvrir certains espaces du plateau pour y faire soit des apparitions ou soit, en l'occurrence, là, on avait intégré un bassin dans lequel il se plongeait juste avant d'intervenir dans la deuxième partie. Donc voilà, des matériaux composés pour faire attention aux comédiens, aussi bien dans la réaction cutanée qu'ils peuvent avoir parce qu'ils étaient extrêmement impliqués dans la danse et dans le jeu avec cette boue, et puis parce qu'il fallait pas que ça glisse, et ça nous a posé de nombreux problèmes pour trouver la bonne texture. Il faut savoir que du coup cette matière on l'enlevait tous les jours avec une petite mine qui était dans le dessous avec des chariots qui nous permettaient de la retirer et de la remettre, mais tous les 3 jours il fallait qu'on en refasse de la nouvelle parce que pour les petits détails ça fermentait dans des bacs et donc il fallait absolument l'enlever, sinon et les odeurs et le côté glissant survenaient. Donc voilà, il y avait toute une petite tambouille pour ce projet. Est-ce que ça répond à la question? Ah oui, c'était une question que tu as dit, Adèle. J'espère que ça répond à la question. Oui, j'espère que ça répond à la question de Gaspard. Moi, j'aurais une question par rapport à Chloé, par rapport au décor de Mekel Comedy. On t'a parlé d'un cabaret musical. Et quelles ont été les sources d'inspiration pour créer ta scénographie?
Et quels ont été les matériaux de prédilection que tu as utilisés pour le décor? Alors, donc l'iconographie, les références, etc., ce sont les metteurs en scène qui avaient déjà une idée de vers où ils souhaitaient aller. En gros, ils voulaient un espace à la fois vaste pour accueillir plein de danses et également un décor où on pouvait créer beaucoup de petites scénettes. Et donc, ce sont Serge Bagdasarian et Marina Hans qui sont les metteurs en scène et les créateurs de ce spectacle qui sont venus avec des images, des références de cabaret musical anglais, américain. Et c'est eux qui sont venus avec ces images parce que je ne pouvais pas me reposer sur du texte, je pouvais me reposer sur des chansons. Et du coup, ce qui était bien, c'est que ces deux metteurs en scène étaient complètement complémentaires et s'entendaient vraiment bien. Et donc, ça a facilité mon travail dans la création et dans la conception de ce décor. Et voilà. Et les matériaux utilisés. Il y avait une envie de la part des metteurs en scène d'avoir des silhouettes des comédiens ou des musiciens qui se détachent un petit peu comme dans les cabarets en fait, cette sorte de contre-jour. Et donc du coup, c'est ça qui m'a amené vers l'utilisation d'un cyclo qui est une sorte de plastique qu'on rétroéclaire. Ensuite, eux, ils ont créé ce spectacle dans la continuité un petit peu de la Web TV. Donc, ce sont la Web TV. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si vous avez un peu regardé ça, mais en gros, les comédiens se livraient un peu sur des petites choses. Ils faisaient des lectures. Il y avait des présentations il y avait des présentations de vidéos, d'anciens spectacles. Et du coup, il y avait cette envie aussi d'avoir un décor qui, quelque part, a une dimension très spectaculaire de cabaret et à la fois plus proche de ce que peut connaître le comédien derrière le décor. Donc, quelque chose qui évoque plutôt les loges ou l'arrière des décors. Voilà, je ne sais plus quelle était ta question, Marine. Est-ce que j'ai répondu? Oui, c'est parfait. Sur le cyclo, ouais, parfait. Bonjour, merci beaucoup pour votre présence. Je suis en dernière année, donc Marche-Charlerie, je suis en dernière année d'école de commerce après une prépa littéraire et je cherche à m'orienter vers le spectacle vivant. Et pour le moment, je prête ma voix à Julie, qui est coincée dans le train. Et donc, sa question porte donc sur les décors. Est-ce qu'il vous arrive de modifier des décors au fur et à mesure des représentations? Et avez-vous un souvenir de création de décors que vous avez particulièrement apprécié? La deuxième question n'est pas très simple. Pour la première, j'ai en partie répondu tout à l'heure sur le rythme de travail de création des décors qu'on a à la Comédie Française. C'est que lié au fait qu'on ait 5 créations par an, on a besoin, une fois la création de décor terminée, de passer à l'autre création. Je parle en construction, et évidemment l'étude, c'est donc un responsable d'études et une personne à l'étude chez nous qui sont donc 2 personnes qui travaillent sur plan, qui font des modélisations 3D, et tout ça, ça se fait évidemment toujours en décalage de la réalité. Pour pouvoir tenir nos délais, on est obligé de se tenir à ce décalage, et donc quand on est au plateau,
on fait assez peu de modifications. Dire que ça n'est pas vrai, d'une part, bon, je suis pas là depuis assez longtemps, je suis depuis 2017 à la Comédie Française, mais j'en ai du coup quand même déjà vu. Oui, sur un spectacle comme La Nuit des Rois, par exemple, on a rajouté une porte dans le châssis de cour, on a ajusté le plafond, voilà. Sur le Bourgeois Gentilhomme, on a modifié des éléments de table, mais on essaie de le faire à minima. Mais en même temps, si ça contraint les répétitions et si ça ne correspond plus au jeu, on ne peut pas faire autrement que s'y atteler, mais du coup, on prend du retard sur la suite. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on essaie de prendre en compte, mais qu'on essaie de faire au minimum. Il y a une autre partie que je peux appeler décor, mais c'est la création des accessoires, et ces accessoires qui font partie quasi complète du décor, puisqu'ils sont intégrés assez largement. Ce sont eux, par contre, un rythme de travail qui correspond beaucoup plus au rythme des répétitions qui, tous les jours, sont en constante évolution et qui permettent d'être ajustés en fonction de la mise en scène, parce que le bouton, qu'est-ce que je peux dire, le sapin de Noël a des boules trop grandes ou est trop vert, ou voilà, il y a énormément de choses qui font qu'on peut les modifier, et ça, on essaie de les faire sur place. Donc c'est pour ça que ça nous amène cette opportunité-là. Après, une création de décor, je crois que alors je suis normand, donc j'ai du mal à me positionner, mais surtout, je crois que j'aime tout, c'est assez démagogue, mais j'aime tous les processus par lesquels on est passé. C'est pas forcément lié au résultat, ni à sa dimension, ni à une beauté que je pourrais trouver, une esthétique que je pourrais trouver belle personnellement. C'est que par là où ça passe, c'est-à-dire tous les champs d'expérimentation, par tous les dialogues avec les scénographes, c'est forcément une chouette aventure. C'est une aventure qui rassemble, dont les gens, même s'ils passent des fois, les salariés passent par des phases complexes, parce que refaire et encore refaire, c'est jamais que faire, mais c'est toujours compliqué. Ça apporte un lien dans les équipes et une fierté d'avoir sorti ces décors. Donc non, il y en a tellement. J'aime aussi bien celui des damnés que le bleu de Monsieur Peduzzi, qui était du coup, l'éveil du printemps, que Arturo Hui, que le misanthrope, Scapin. Enfin là, je vais commencer à vous les citer tous, donc ça n'a pas trop de pertinence. Et évidemment, le Bourgeois Gentilhomme et mes quelques comédies. Est-ce que ça répond à votre question? Je pense que oui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'aurais une question pour Chloé. Alors du coup, moi je fais des études d'architecture à l'ENSA Paris-Malaquais. Je suis jeune diplômé depuis septembre. Et je me posais vraiment la question de quel était votre quotidien finalement à la Comédie Française en tant qu'assistante scénographe du coup. Je travaillais en étroite liaison du coup avec le directeur technique. Est-ce que vous montiez finalement les décors, les démontiez tous les jours avec 3 qui tournent par jour? Et quel était vraiment votre dialogue avec le metteur en scène quand il y avait la construction de la création d'un nouveau décor? Est-ce que c'est un cahier des charges qu'on vous proposait, ou est-ce que c'est vous qui faisiez des propositions? Voilà, merci beaucoup. Alors, attends une seconde, je réfléchis. Donc, en gros, mon quotidien à la Comédie Française, je dirais qu'il y a déjà le rythme des cours, parce qu'on a des cours en tant qu'académicien où on doit être présent. Donc ça, je dirais que c'est une première chose qui va rythmer mon emploi du temps. Mais ensuite, il va y avoir des périodes où je vais être souvent à Sarcelles, parce qu'il y a besoin de suivre la construction d'un décor d'un autre scénographe, ou d'une scénographie que j'ai pu faire. Il va y avoir d'autres fois où je vais devoir être tout le temps à Richelieu, parce qu'il y a le début des répétitions et il faut suivre les répétitions pour voir quel changement il peut y avoir avec les accessoires, etc.
Donc, je dirais que, à part les cours, c'est un peu, c'est pas au jour le jour, mais tout d'un coup, il peut y avoir pas un problème à Sarcelles, mais il peut y avoir un choix de peinture à faire vite, et du coup, je vais devoir aller là-bas alors que c'était pas prévu, etc. Donc, je jongle un peu, en gros, entre Sarcelles et Richelieu. Et ensuite, ton autre question, c'était avec un metteur en scène, est-ce que je propose ou est-ce que c'est lui qui... souvent, il va venir avec une vision. Donc, pour mes quelques comédies, il y avait des images, des références, etc. Mais moi, je m'en suis inspirée et bien sûr, je leur ai fait une proposition, mais à partir de leur désir un peu, des visions qu'ils pouvaient avoir. Mais c'est vraiment, c'est vraiment le scénographe qui va structurer un peu cette pensée et qui peut, s'il le souhaite, amener les metteurs en scène plus vers cette direction ou plus vers l'autre, mais c'est toujours le metteur en scène qui aura un peu le dernier mot sur le décor. Et voilà. Pour Musical, c'était pareil. Donc la metteuse en scène Ghislaine Lefebvre, elle avait vraiment un parti pris sur le texte et elle voulait une esthétique qui se rapproche d'un univers hospitalier et voilà, il y a eu beaucoup d'échanges avec elle pour savoir jusqu'à quel point il fallait rester dans cet univers, est-ce que c'était une évocation de ça ou pas. Donc ça passe beaucoup par des discussions et là aussi c'était des propositions que j'ai faites et en fonction de ce que je peux présenter, on va rebondir sur ça ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un travail collectif, je trouve, et je trouve c'est important que le scénographe se retrouve aussi dans la scénographie qu'il propose. C'est important qu'il l'aime lui aussi et pas qu'il fasse juste une vision d'un metteur en scène. Enfin, ça, c'est mon point de vue. C'est important que lui mette un peu sa patte aussi. Mais il faut que le mariage des deux soit convaincant, quoi. Je voulais, si je me permets, Chloé, je voulais apporter une petite précision sur l'académie. Du coup, en tant que directeur technique et avec Eric Ruff, on est les référents de Chloé. Et du coup, c'est un statut qui est très apprécié, et à tel point que Chloé, à cause du dispositif sanitaire, a eu la chance, et on a eu la chance d'avoir Chloé pendant 2 ans à nos côtés, mais elle a vécu des années très très différentes de celles qui sont habituellement faites par les académiciens. Notamment, on essaie de le structurer un peu plus, que ça soit moins au jour le jour, mais ça, c'est rythmé en effet par les cours, mais aussi on essaie de faire en sorte, pour les futures années, si elles sont un peu plus simples à gérer, de responsabiliser l'académicien scénographe sur des projets, un nombre de projets assez cadrés, pour avoir une vue d'ensemble complète du projet, parce que Chloé, notamment, on l'a sollicité de manière assez abrupte, assez régulièrement, pour venir nous aider sur des changements de dernière minute, mais on essaie de faire en sorte que ça soit assez cadré pour que puisse être développé et un assistanat assez sur le long terme, et puis un développement de projets personnels, soit pour la restitution des projets des académiciens en fin d'année, ou soit sur même des décors, puisque là c'est arrivé à Chloé quelquefois en lien direct avec la mise en scène, mais on essaie d'avoir quelque chose d'un peu plus cadré pour que il tente de tout faire. Là c'est vrai qu'elle a vécu 2 années intenses, assez intenses. Merci beaucoup à tous les deux. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas répondu à une de tes questions. C'était est-ce qu'on participe au montage des montages? Non, il y a vraiment des métiers. Ce sont les machinistes en fait qui font ça. Moi, je vais pas y participer en tant qu'académicienne scénographe. Alors, rebonjour, je reprends la parole, mais cette fois-ci pour moi. Alors, je voulais savoir, donc ma question se dirige plutôt vers Benoît. Je voulais savoir s'il était déjà arrivé qu'un metteur en scène
vous demande d'utiliser des techniques anciennes de construction de décors. Et du coup, si vos équipes, que ce soit tapissiers, peintres et autres, étaient déjà, potentiellement, ils pouvaient monter ces décors, construire ces décors de type ancien. Je vais juste vous poser une toute petite question. Qu'est-ce que vous entendez par ancien? Pardon. En fait, c'est plutôt dans les techniques, mais je ne sais pas si... Je vais essayer de rebondir là-dessus. Je crois voir de ce dont vous voulez parler. À la Comédie Française, sur le plateau de Richelieu, on utilise de la machinerie traditionnelle, c'est-à-dire qu'on a des techniques de déplacement des décors et de montage des décors qui restent dans cette tradition dont je ne saurais pas dater l'origine, mais qui me semble-t-il, date d'assez longtemps, et notamment une technique d'assemblage de châssis, c'est-à-dire que en fait pour mettre côte à côte ou en angle des châssis, c'est-à-dire des éléments de bois ou de métal. On utilise, puisque je vous disais tout à l'heure qu'on utilisait rarement des vis et des boulons pour assembler, non pas pour construire, mais pour assembler. On utilisait rarement ces outils-là. On utilise notamment la saute, qui est en fait une méthode d'assemblage ou par une guinde, puisqu'il y a un terme qu'on ne dit pas en théâtre, donc je ne dirais pas, une guinde qui est accrochée sur un des deux panneaux et qui permet, en laçant, comme on ferait je vais dire un corset, mais je n'ai jamais fait de corset, mais en tout cas d'une manière en quinconce, de permettre de rassembler les deux éléments, et parce qu'ils disposent chacun en quinconce d'une pique sur laquelle on passe. J'essaie de faire le mouvement, voilà, de cette façon-là. Je le fais très mal, et d'ailleurs je n'arrive pas à le faire. C'est une technique que les machinistes maîtrisent et qui fait partie de leurs compétences, et du coup qui permet d'assembler très rapidement les décors. Donc ça fait partie un peu, si je peux répondre à votre question par là, de machinerie de décor traditionnel. Et puis après, en fait, on est dans les ateliers de décor toujours à osciller entre une tradition qui a fait ses preuves et qui n'a pas lieu d'être dénoncée, et qui du coup sur les méthodes d'assemblage de bois ou de métal, et qui sont du coup relativement traditionnelles, et puis des techniques plus anciennes, plus nouvelles, qui viennent se compléter avec des impressions numériques, des impressions 3D ou du travail de sculpture, de résine, avec des matériaux plus ou moins innovants. Donc c'est souvent un mélange des deux, mais je crois pouvoir dire que les méthodes de construction restent traditionnelles, en tout cas dans leur fondement, parce que l'alternance n'a pas changé, parce qu'on a toujours ces besoins de démonter très rapidement les décors, et donc du coup il faut conserver une méthode qui gagne. Est-ce que ça répond un peu? J'ai peur de pas être assez précis sur les méthodes que vous pourriez chercher. Je peux juste compléter avec les méthodes de déplacement des décors. Du coup, le plateau de Richelieu dispose encore de machinerie de théâtre du coup traditionnelle, qui permettent par des systèmes de costières, c'est donc des interstices dans le plateau qui sont amovibles, et qui permettent de venir mettre des éléments de décor dans ces interstices, et qui parce qu'ils sont reliés à des chariots en dessous peuvent être déplacés par les dessous, et du coup faire des apparitions de la coulisse vers le théâtre, donc au centre du plateau. Et donc ça, en fait, c'est notamment l'usage de machinerie traditionnelle, et qui se fait depuis très longtemps. Et si vous allez à l'Opéra Royal de Versailles, ces techniques sont présentées assez régulièrement. Et pour notre part, on s'en servait dans Roméo et Juliette, on s'en est servi sur l'éveil du printemps, et ça reste assez régulier qu'on utilise donc les costières pour utiliser les chariots de costières pour déplacer les décors. D'accord, vous avez très bien répondu à ma question. Très bien. Bonjour, je m'appelle Oriane Robert, et je m'entends pas bien avec mes deux écouteurs. Je m'appelle Oriane Robert et je suis étudiante en dernière année en scénographie aux Arts décoratifs de Paris.
Et donc, j'ai deux questions qui me traversent depuis déjà un certain nombre d'années, parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait une scénographie pour le Conservatoire national d'art dramatique. C'était une comédie musicale qui s'est jouée 9 fois. Et ensuite, on a tout jeté. Tout le décor entier a été jeté, à l'exception d'un ou deux panneaux. Et c'était très dur pour moi de voir ça. Et donc, mes deux questions, ce sont comment peut-on éviter de jeter des décors et quel impact la considération de l'environnement a-t-elle sur la création artistique ? Je pense qu'on pourra faire une réponse en 2 temps. Chloé, si tu veux bien, je crois qu'il y a un vrai volet qui est celui de la prise en considération de cette dimension écologique sur la construction, sur le dessin, pardon, sur la scénographie. Je crois qu'il y a une vraie interpénétration entre les deux éléments, celui qui la pense et celui qui la réalise. Et je sais pas, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus, Chloé. Mais alors, pour dire comment ça se passe à la Comédie Française. On a la chance de faire de nombreuses créations, donc du coup, on a la chance de pouvoir se dire que si un décor est réformé, comme je vous le disais, on peut essayer de réutiliser une certaine partie de ces décors, c'est-à-dire à minima tout ce qui est roulettes, charnières, éléments en métal qui n'ont pas été soudés ou modifiés ou qui auraient une potentielle danger pour un réusage dans la suite. Pareil, il y a tout ce qui est ignifuge, donc c'est une dimension sécuritaire non négligeable, c'est comment un décor résiste au feu, et donc du coup, il y a des durées de vie sur les éléments, que ce soit les éléments souples ou les éléments solides qu'on badigeonne ou qu'on achète déjà traités contre le feu. Donc, il y a un moment où on ne pourra plus les réutiliser, mais en tout cas, on fait en sorte qu'on puisse les réutiliser au maximum. Chloé en parlera peut-être tout à l'heure pour la création de Habiter le temps. Elle en a fait cet usage. Donc, on a la chance d'être dans un cercle qui pourrait être vertueux en interne, mais ça, c'est la vision un peu idyllique. La vision plus réaliste, c'est qu'en effet, par manque de place, on s'est retrouvé assez régulièrement à jeter le décor, enfin une partie du décor, ce qu'on ne pouvait pas recycler, et au grand dam de peut-être des gens qui pourraient s'en servir, ou d'un aspect écologique sur le retraitement, enfin sur l'encombrement et le recyclage de toutes ces matières. Donc, c'est une thématique qu'on est en train de développer très, très, très actuellement, puisque en fait, ça fait partie de nos préoccupations. Pour exemple, et qui est une trame vraiment intéressante sur laquelle vous pouvez vous appuyer si ça vous intéresse, le festival d'Aix, donc d'opéra d'Aix, a donc ses décors ses ateliers de décors, et ont établi une charte en 2018 qui essaie de balayer et donc c'est un document qui est accessible en ligne et qui fait 80 pages, je crois, qui essaie de détailler et qui détaille en fait toutes les étapes de construction. Et donc c'est pour ça que l'intérêt de la réponse de Chloé est importante. Tout le monde a sa responsabilité sur la pérennité du décor, et chacun à son endroit doit y œuvrer. On a, nous, très fort à faire. On doit sourcer des documents, des matériaux qui sont plus facilement recyclables. On doit aussi travailler sur un calpinage, c'est-à-dire l'usage de formes ou de dimensions qui doivent pouvoir être réutilisées dans le futur. Donc, il y a toute une démarche. Là, c'est 2 exemples, mais c'est loin d'être exhaustif. Il y a toute une démarche qu'on doit faire, et on n'en est pas au début parce qu'on a une vraie conscience de ça, mais c'est pas simple tous les jours. Donc, il faut œuvrer. Voilà. Chloé, je te laisse apporter une réponse sur ta conception de cet usage. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de recycler à 100% un décor, enfin de récupérer ou de... Attends, je recommence. 1, 2, 3. C'est pas facile de faire un décor entièrement recyclé. Mais c'est vrai que c'est important de se poser les questions de qu'est-ce que je peux recycler au maximum. Par exemple, dans mes quelques comédies, les cyclos dont je vous parlais, ça appartenait à un autre décor qu'on a réutilisé. Pour Habiter le temps, donc là, c'est le projet des académiciens.
il n'y a pas de budget et du coup, on doit recycler, on doit créer une scénographie en fonction des décors qui ont été réformés. Et du coup, c'est aux scénographes académiciens de faire en sorte de composer un décor avec ce qu'il peut avoir dans les ateliers. Et donc, c'est pas forcément facile parce que ce qui reste, peut-être que ça va pas avec ta vision et celle du metteur en scène, mais aussi il y a cette dimension où il y a des matériaux, lorsque tu les réemploies, peuvent être un peu dangereux à utiliser, par exemple dans les machines, etc. Il peut, par exemple, s'il y a un bois qu'on veut récupérer, mais qu'il y a un vernis dessus, peut-être que ce bois-là peut déraper, etc. Donc il faut, je trouve ça génial, bien sûr, de recycler un maximum de choses, mais je pense que c'est très difficile d'avoir un décor entièrement recyclé. Et je trouve ça important de se renseigner sur tout ce qui est, je l'ai pas encore fait, hein, mais ça arrive, mais sur tout ce qui est utilisation de colle, quelles sont les colles qui sont les moins polluantes, ou même le décor de Mes quelques comédies, là pour le coup, j'ai utilisé un plastique, ça c'est pas du tout écologique, c'est vrai que c'est pas bien. Mais de plus en plus, je me pose ces questions et de toute façon, ça va être nécessaire de se la poser. On ne pourra plus y échapper et heureusement, et tant mieux. Et je pense que plus il y aura de dialogue entre les scénographes, les constructeurs, plus on arrivera à trouver des éléments meilleurs pour la planète. Merci beaucoup pour vos réponses. Oui, bonjour. Merci pour cette session et très intéressé par les interventions de Benoît et Chloé. Alors, je suis Raphaël Magron, moi je suis enseignant, je suis pas étudiant, à l'école d'architecture Paris-Malaquais et je mène un studio sur la scénographie en collaboration très étroite avec la Comédie Française, que je remercie de nouveau avec Adèle et Marine. Et alors, avant de formuler ma question, j'aurais un complément à donner pour Oriane, puisque à l'ENSAD, il y a Annabelle Vergne, qui s'intéresse aux questions de recyclage de décors. Donc voilà, je l'invite à se rapprocher d'Annabelle qui suit justement tout un travail avec un groupe de réflexion sur l'éco-responsabilité des décors. Voilà, pour faire court. Moi, j'aurais une question, c'est plus sur… alors, la salle Richelieu, en fait, on a une salle d'Italie-italienne avec 2 espaces clairement distincts entre la salle et la scène. Et je voulais savoir dans quelle mesure il était possible de franchir la rampe, le cadre de scène, et comment c'était possible. Il y a des spectacles qui illustrent cette possibilité, mais qu'est-ce que ça entraîne du point de vue de la pensée à la fois technique, mais aussi sécuritaire, si les comédiens viennent dans la salle et si potentiellement aussi le public peut se retrouver sur scène. Je pense à d'autres spectacles qu'à la Comédie Française, mais voilà, je voulais savoir quelle marge de manœuvre vous aviez à la fois dans la conception et aussi, évidemment, dans la réalisation. Merci. Merci Raphaël. En complément du complément, il y a une initiative par l'Opéra Comique il y a 2 semaines, je crois, d'un colloque qui s'est tenu en ligne et qui, je crois, on peut retrouver l'enregistrement sur la nature dans le décor ou l'inverse, ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus, je vais vous trouver le lien, et qui traitait de ce sujet et qu'on peut retrouver, réécouter en vidéo. Voilà, ça avait lieu, je crois, le 3 et 4 juin, mais bon, voilà, c'était pour le commentaire du commentaire. Et sur ce sujet, je crois évidemment, si vous creusez, qu'il y aura de plus en plus d'initiatives et vous trouverez de plus en plus de ressources à ce sujet. Je vais essayer de vous répondre sur le décloisonnement scène-salle. C'est en effet, comme vous l'avez dit,
pour la question des comédiens dans la salle, des choses qu'on fait régulièrement. Dans les derniers spectacles qu'on a pu faire avec un décor qui franchit le nez de scène, c'était donc la Nuit des Rois, qui du coup dispose d'une passerelle en salle, et du coup cette passerelle qui fait environ 60 cm, elle enjambe de large, elle enjambe tous les sièges, et du coup elle suit la pente du parterre de l'orchestre, et du coup la mise en application elle est simple, c'est du bon sens et du réglementaire. Du bon sens, c'est-à-dire au niveau de la jauge des spectateurs, la mettre à bonne distance vis-à-vis de ce qu'on a à y faire, du réglementaire pour que tout soit construit dans les normes, pour que, aussi bien dans la résistance au feu, puisqu'en fait on se retrouve dans un autre espace que celui qui est cloisonné par le rideau de fer, puisque en fait, peut-être vous le savez pas, mais on est dans un espace du coup où la scène et la salle sont séparées par un rideau de fer, un rideau donc qui est en fer et qui a la nécessité d'être chargé, donc c'est-à-dire descendu en 25 secondes pour n'importe quel déclenchement. Donc il faut qu'il n'y ait rien en dessous, ça fait partie de la réglementation, en tout cas rien de solide et indestructible qui se mette en dessous. Donc il peut rester une chaise, ça peut faire partie d'un moment de jeu où ça peut arriver, la chaise sera écrasée, mais en tout cas il y aura une isolation du bloc de scène et du bloc salle pour éviter de propager le feu soit d'un côté vers l'autre, ou soit d'un côté vers l'autre. Et donc du coup il faut que ça soit réglementaire. Donc cette passerelle on l'a étudiée pour qu'elle remplisse toutes les méthodes de construction aptes à recevoir. En l'occurrence c'était des comédiens qui marchaient dessus, qui partaient de l'arrière de l'orchestre pour arriver jusque sur plateau, qui se battaient à l'épée, du coup qui nécessitait pour nous une expérimentation sans trop s'y frotter, mais de voir quelle ampleur ça pouvait prendre, et d'avoir évidemment au niveau des épées suffisamment de sécurité pour qu'il n'y ait pas de projectiles qui puissent partir dans les spectateurs. Et du coup voilà, ça c'était une des choses qu'on a fait récemment. Et les comédiens par contre eux beaucoup plus régulièrement font des départs en salle. Je pense à Fanny Alexandre, où il déambule dans la salle avec pour faire un tour de l'orchestre. Sur la partie publique en scène, je ne sais pas si ça a déjà eu lieu à la Comédie. J'en ai. Si, Benoît. Ouais. Dans les fourberies de Scapin, Scapin fait monter un enfant. Ah oui. Et dans la règle du jeu, oui. On avait quand même des spectateurs sur le plateau. Oui. On a eu. En effet, sous cette forme-là, ça existe puisque on fait de la participation. Alors en l'occurrence sur Scapin, on n'était pas vraiment dans le bloc salle puisqu'on était au nez du proscénium, et du coup ça reste à l'avant du rideau de fer. Sur la règle du jeu, je ne me souviens pas, mais j'imagine. Donc ça arrive en effet, ça peut arriver. J'imaginais plus que le sens de la question était plutôt comme des spectacles qui sont joués à la colline. Je pensais à comment il s'appelait. Les Vincent McCain, non? Oui, le spectacle de Vincent McCain, et puis celui sur le foot aussi. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Pardon, j'ai un trou de mémoire, et qui du coup met sur scène dans des gradins, donc sur des assises les spectateurs. Et là en fait il y a un côté réglementaire fort, c'est que tous les éléments qui sont accrochés au-dessus des spectateurs doivent avoir une double sécurité. Donc du coup tout doit être complètement verrouillé, il n'y a aucun mouvement qui peut se faire au-dessus des spectateurs, et ça fait l'objet d'une demande spécifique à la préfecture pour accepter du public sur scène. Donc c'est assez drastique et c'est normal puisque c'est un élément, c'est un endroit qui est soumis au code du travail et non pas un endroit qui reçoit du public sur le plateau. Donc voilà, il faut mettre en place une norme et une application de la règle différente que celle qu'il y a quand il y a uniquement des techniciens ou des comédiens. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Après, en effet, il y a quand même certains. Vincent McCain les a utilisés régulièrement, mais ça peut arriver.
pour nous, Marine, là, je dois te solliciter là-dessus. Je ne sais pas si on a eu des spectateurs vraiment installés sur scène, si ce n'est en 1792, quand le public était aux abords de la scène et pour se faire voir et pour voir. Merci. Chloé, est-ce qu'il t'est déjà venu l'idée de faire une scénographie plus débordante que le cadre de scène, ou d'envisager que les spectateurs soient en scène? Est-ce que tu penses à musical là? Non, pas vraiment. Pas nécessairement, non. Non, alors, ça arrivera. Bonjour. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Héloïse, j'ai 20 ans. Je suis en deuxième année de licence information communication à Angers. Et j'ai une question plutôt pour Chloé, parce que je pense que Benoît a déjà répondu. Donc c'est que vous parliez de l'importance de la personnalité tout à l'heure dans la création. Et je me demandais à quoi est-ce qu'on vous reconnaît en fait, qu'est-ce que vous laissez comme trace pour marquer votre personnalité dans vos créations? Et qu'est-ce que vous préférez comme genre ou comme esthétique? Voilà. Je pense que ce que je voulais dire, c'était pas mettre de ma personne, enfin, de façon, comment dire? Comment répondre à tes questions? J'ai du mal à te répondre parce que j'ai l'impression que j'ai du mal à m'exprimer en fait. Ce que je voulais dire, c'est important que je me retrouve dans la scénographie, mais pas au niveau personnel, genre voilà, c'est ma signature, moi je fais des décors de cette façon-là. Non, c'est plus voilà, est-ce que le décor correspond à ce que j'ai pu ressentir par rapport au texte? Est-ce que je trouve qu'il y a une chose qui est importante quand on est scénographe, c'est vraiment la lecture du texte, c'est tes premières impressions, les toutes premières. Et c'est souvent ça qui te guide pour tout le reste de la création. Et si tu arrives à le retrouver à la fin de la création et que le metteur en scène voilà, adhère également à ça, voilà, c'est chouette, mais c'est pas forcément. Tu peux te retrouver dans des créations, dans des scénographies qui sont pas du tout de ton style, mais ou qui correspondent à ce que tu as ressenti avec le texte et l'échange que tu as pu avoir avec le metteur en scène. Je sais pas si c'est clair, Héloïse. Ouais. Si, c'est clair. Et du coup, vous avez une esthétique que vous préférez ou un genre plutôt contemporain ou classique ou non? Enfin, moi, je préfère le contemporain, mais je dirais que ça dépend des pièces, en fait. J'essaye de pas faire une scénographie dans ce style-là et dans ce genre-là tout le temps, parce que toutes les pièces sont différentes. Et par exemple, Habiter le temps, ça va être une création donc qui se fera là au Vieux-Colombier, et je dirais que c'est pas vraiment à la base une esthétique qui m'attirait. Disons que j'ai récupéré des meubles en bois anciens avec un parquet, donc il y a quelque chose de très réaliste, mais un peu aussi, comment dire, métaphysique. Disons qu'il va y avoir des petits décalages, il va y avoir des perturbations un peu au niveau de ces meubles en bois, etc. Donc, je dirais que c'est une esthétique qui, au départ, dans la création, je me suis dit, bon, je me retrouve pas forcément vachement dedans, mais finalement, en réfléchissant autour de ces meubles en bois, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour que ça me plaise, en fait. Voilà. Là, ma réponse, Héloïse. Oui. Merci beaucoup. Rebonjour. Je voulais savoir si vous pouviez nous expliquer les travaux entrepris dans les centres, je crois, à Richelieu récemment, et si cela vous a offert de nouvelles possibilités de scénographie.
Du coup, merci Audrey pour ta question. Ces travaux, donc dans la cage de scène, parce qu'il y a eu multiples travaux donc dans la Comédie Française, mais dans la cage de scène, se sont concentrés sur ce qu'on appelle le pilotage des cintres. L'informatique du pilotage des cintres, c'est en fait la façon dont les machinistes cintriers, donc en fait il y a au plateau plusieurs corps de métier, mais il y a notamment les machinistes cintriers qui sont au nombre de 11 et qui, pas simultanément 11, mais toujours entre 3 ou 4, mais qui opèrent la manœuvre des cintres. Les cintres, ce sont donc des porteuses, donc des tubes métalliques qui, chez nous, font 60 mm de diamètre, ce qui est moins commun qu'ailleurs. Donc, sur ces porteuses, qui font 15,60 m de long, on accroche les décors, la lumière, et pour les mettre en mouvement, on utilise une interface homme-machine, une interface comme... ah bah oui. Alors, il y en avait une ici, ça c'était l'ancienne, qui du coup était un pupitre avec un joystick et des boutons qui faisaient qu'on appelait, on numérotait, on demandait l'appel de la porteuse, donc on donnait son numéro et après on actionnait avec un système de sécurité, on actionnait cette porteuse pour la charger ou l'appuyer, charger vers le bas, appuyer vers le haut. Et du coup, cet élément donc que j'ai derrière était tombé en désuétude et nous posait des problèmes assez récurrents, ce qui nous donnait pas la possibilité de faire tout ce qu'on voulait. Et en fait, ça a constitué la rénovation du système complet informatique qui est quelque chose d'assez lourd, de tous ces boîtiers pour donner, donc maintenant c'est une tablette tactile qui permet en fait de faire à minima la même chose, mais finalement pas énormément plus puisque nous étions déjà depuis 1994 dans un dispositif qui était assez novateur, qui nous permettait de stocker justement tous ces spectacles qu'on emmagasinait et qu'on devait alterner chaque jour. Et du coup, c'est comme si c'était une mise à jour de ce dispositif pour qu'il ne soit plus obsolète. Donc, on est dans une période où on finit la prise en main, qui est évidemment délicate parce que elle change. Et du coup, voilà, on commence à devenir opérationnel et on va espérer devenir à l'aise. Puisque il faut que, surtout dans les métiers du théâtre, ça ne soit pas l'outil ou la machine qui prenne le pas sur l'action humaine. Donc voilà, on est dans une étape où il y a une appropriation nécessaire pour que ça soit fluide et que ça puisse singer. C'était un peu le prérequis de départ, l'action manuelle comme il y avait dans la machinerie théâtrale. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'en ai pas parlé, mais la machinerie à l'ancienne, machinerie traditionnelle, qui était faite de poulies et de contrepoids et de commandes, ça on l'a remplacé dès 75 par de l'électrification et dès 94 par un système qui était assez performant. Donc, ça a mis 7 mois à réaliser. Le Covid n'a pas aidé à mettre en place ce dispositif de manière fluide, mais c'est fini. D'accord, merci beaucoup. Rien. Chloé et Benoît, on vous remercie infiniment pour avoir accepté notre invitation pour cette 9e session de l'Université théâtrale consacrée donc au décor à la Comédie Française. On viendra avec plaisir découvrir mes quelques comédies, Habiter le temps et puis Le Roi s'amuse au Théâtre du Vieux-Colombier. 3 scénographies signées par Chloé Belmer. Et puis Benoît, très rapidement, voilà, pour le spectacle qui nous occupe aujourd'hui et qui est donc le lancement La Couturière donc, du bourgeois gentilhomme. Un très grand merci à tous les deux. Merci à vous. De rien, merci à vous. Merci pour vos questions. Au revoir. Merci aux étudiants. Merci beaucoup.